Hello à tous, vous écoutez Refait, la chaîne qui met en avant les créateurs d'aujourd'hui qui prennent soin du monde de demain. Ils minimisent leurs déchets, mais pas leur créativité. Moi, c'est Juliette Bonhomme. Je suis fondatrice de The Upcycling Lab, un projet de revalorisation textile basé à Bruxelles. En gros, l'upcycling, c'est un peu ma passion. Alors, comment refait-on du nouveau avec du vieux ? C'est ce que ce podcast Refait veut prouver à celui qui l'écoute. Ensemble, avec des invités hyper inspirants, on va aborder les enjeux de la mode de demain et on espère aussi inspirer des auditeurs qui ont envie d'entreprendre un impact positif. Bonjour à tous, je suis ravie d'être dans ce nouvel épisode de Refait. Aujourd'hui, je ne suis évidemment pas seule, je suis avec Risap et tout spécialement avec Mona et Daphné, les deux fondatrices. Et salut les filles, comment ça va ? Hello Juliette, ça va et toi ? Oui, merci de me donner un peu de votre temps précieux. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir, c'était évident qu'en lançant ce podcast, j'avais envie de vous entendre. Alors moi je vous connais, vu qu'on s'est connus sur les réseaux, au début, puis j'ai suivi votre évolution et puis on s'est entrevus un peu à Paris. Mais ceux qui nous écoutent connaissent sûrement Risap, mais pas toujours l'histoire qu'il y a derrière. Et donc, est-ce que vous pouvez commencer par juste vous présenter chacune, qui vous êtes, etc. Du coup, Risap, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque d'upcycling où on est vachement axé sur le jean. Et donc l'idée, c'est que nous, on part de vêtements de seconde main qu'on transforme pour faire des nouvelles pièces qui sont au goût du jour. On fait aussi des ateliers et des box do it yourself. Enfin, on fait plein de choses autour de l'upcycling. Vraiment, l'idée, c'est de faire connaître la démarche à plein de gens et de révolutionner un peu l'industrie de la mode. Et du coup, on a monté ça toutes les deux, donc Daphné et moi, Mona, en 2020, en plein confinement. Et on s'est rencontrés en école d'ingénieur, donc on a fait la même école, on s'est rencontrés pendant nos études, où on a tout de suite matché, on s'est réunis autour de valeurs communes. Et on a voulu lancer un projet qui avait du sens pour nous, mais aussi pour les autres. C'est comme ça qu'on a commencé Risap en plein confinement. Et pour parler un peu plus de moi... j'ai fait l'école et moi j'ai commencé à entreprendre pendant mes études, donc vraiment courant la dernière année du parcours d'ingénieur. Et j'ai toujours été passionnée par la mode et j'ai travaillé avant chez Louis Vuitton et c'est un peu ça aussi qui m'a fait le déclic, c'est de voir les coulisses de l'industrie du luxe et voilà. Attends, j'en ai assez dit. J'ai 26 ans, peut-être c'est cool de dire qu'on entreprend et on est jeune. Exactement, j'avais demandé quel âge tu as, dis-nous. Et moi, je fais toujours cette petite blague. Je ne dirai pas mon âge, parce que je n'ai pas 26 ans. D'accord. Non, j'ai 29 ans, mais je ne les fais pas. Ça va, on n'est pas encore dans la barre des 30. Et non, tu les fais pas. Bientôt. Et du coup, moi, c'est Daphné. Mona vous a tout raconté là sur Risap, qu'on a lancé il y a 3 ans maintenant. Pour mon parcours, donc on a fait la même école avec Mona. Donc une école d'ingénieur spécialisée dans le génie industriel, la gestion de projet et l'innovation. À Paris ? À Nancy. À Nancy. Ouais, okay. On s'est rencontrés à Nancy alors que je viens de la région parisienne et Mona vient de Nantes. Donc on est partis s'expatrier dans l'est de la France. Donc après mon diplôme, du coup, sur ma dernière année, j'ai fait mon stage en banque, en transformation digitale. Banque, alors. Ouais, rien à voir. Mais tu regardes mon CV, j'ai un parcours banque assurance. Okay. Mais Dieu seul sait pourquoi, mais bon. C'est ça qui est magique. Et donc du coup, après mon stage, forcément, j'ai continué dans l'entreprise où j'ai été. Ça se passait super bien, mais je manquais de sens. Je manquais totalement de sens. Je me demandais, mais en fait, qu'est-ce que j'apporte au monde ? Qu'est-ce que je fais là ? C'était super. J'avais même pas d'excuse de dire mes collègues sont horribles et tout. J'avais aucune excuse parce que mes collègues étaient super. Et je manquais totalement de sens. Et à l'école, avec Mona, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat. On parlait beaucoup aussi de l'impact de la mode dans l'industrie. Dans l'impact de la manière dont t'es fait la mode aujourd'hui, et de fil en aiguille, on est arrivé au confinement, après un voyage d'ailleurs en Amérique latine, et puis après on s'est lancé. Vous êtes partis toutes les deux en Amérique latine, ensemble, et où ça ? Alors, moi j'ai fait une partie du voyage seule, donc j'ai commencé au Brésil. On s'est retrouvés à Rio. Et après... On est parti à Cuba, République dominicaine, ouais. Miami. Ouais. Après, moi, j'ai fait la Colombie. Ok. Et ça, c'était combien de temps ? 6 mois à peu près. Juste avant le confinement ? Ouais. Donc c'est ça un peu qui vous a... vous connaissiez de l'école, vous étiez copines d'école, on va dire. Mais en voyage, du coup, vous étiez qu'à deux. Enfin, vous avez rencontré il y avait une autre copine avec nous. Ouais. On était toutes les trois, mais c'est pendant le voyage qu'on a... Déjà, le voyage nous a fait prendre conscience qu'on était capable de faire
plein de choses et de tout faire, quoi. On s'est dit vraiment, on part et tout le monde avant de partir nous disait mais partez pas là-bas, c'est hyper dangereux, vous êtes folles, partez qu'entre filles, vous êtes... Enfin vraiment tout le monde disait de pas y aller et on est parti là-bas et en fait on s'est super bien débrouillé, on a réussi à faire plein de rencontres, à faire un voyage de ouf et on est revenu, on a dit mais en fait on est capable de tout faire, genre on a fait le Brésil entre meufs comme ça qui parlaient pas portugais, qui connaissaient pas tous les pays et on est passé dans un truc qui était entre guillemets hyper dangereux, Ouais, apparemment. Ça allait quand même, mais voilà, le truc c'est qu'on s'est débrouillé et que ça s'est bien passé et ça nous a vraiment donné confiance en ce qu'on était capable de faire. Et aussi il y a un peu un truc où il faut pas forcément écouter ce que les gens disent, les gens ont beaucoup de peur et en fait on n'a pas à réceptionner ces peurs là en fait, et on peut faire notre vie et faire ce qui nous anime, ce qui nous plaît et foncer, quoi. Ouais. Moi ce qui m'avait marqué pendant le voyage, c'est à un moment donné où j'étais... Donc, nous, on s'est rejoint avec Mona, mais avant, j'étais toute seule et j'ai fait un peu de volontariat au Brésil en solo et j'ai rencontré d'autres volontaires et eux, ils avaient un mode de vie mais hyper mais à contresens du schéma traditionnel et ils en avaient rien à cirer. Et moi, je leur disais, ouais, j'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que t'attends, tu vois, genre, de quoi t'as peur? Ouais, vas-y, fais ça demain. Et moi, j'étais là, non, parce que quoi? Et de poser les vraies questions, en fait, de pourquoi tu ferais pas. Ouais, et ça, je pense que ça a beaucoup aussi fait son bonhomme de chemin dans ma tête, son mauvais jeu de mots. Y a pas de stress, je la sors aussi souvent. Désolée. Mais vraiment, et après, le fait qu'on fasse plein de trucs, qu'on aille dans des endroits hyper tendus et qu'on soit là, en fait, ça passe. On se débrouille, en fait. C'est vrai qu'on peut tout faire, quoi. Mais c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de gens qui avaient des parcours très atypiques pendant le voyage, et beaucoup de gens qui... en fait, quand tu grandis en France, quand tu fais un parcours d'ingénieur, etc., tu rencontres un peu que des gens qui ont le même profil que toi, qui sont en mode ok, bac+5, l'objectif c'est d'aller en conseil, d'aller dans un grand groupe, et tu vois tout le temps le même parcours, rien que tu rencontres un boulanger, tu te dis ouais, c'est un truc de ouf, mec, t'as fait un truc de boulanger, tu vois. Donc, alors quand tu vas à l'étranger et tu rencontres des gens qui ont un parcours genre hyper différent, qui passent leur vie à voyager, qui sont complètement en dehors de ce que toi tu connais, ce qu'on t'a appris, tu te dis ok, en fait il y a plein de possibilités, il y a autre chose en fait, il y a un autre parcours, une autre façon, plein d'autres parcours, il y a plein d'autres possibilités, et ça nous a vraiment ouvert l'esprit en disant ok, en fait on nous a dit de faire ça, mais en fait il y a tout un autre monde à côté, il y a une autre façon de faire et une autre façon de réussir ou d'être heureux. Exactement, et c'est possible. Genre vraiment, les gens sont bien, ils ont pas l'air de manquer, ils sont alignés en fait. Ils ont raté quelque chose en fait, ils ont juste vécu la vie qu'ils voulaient, quoi. Okay. Ils sont alignés avec eux-mêmes. Et je pense que le voyage, en tout cas pour moi et pour Mona aussi, ça nous a permis de voir qu'on avait peut-être aussi besoin d'un alignement. Et que c'était peut-être l'alignement qui faisait vraiment le bonheur. Et et pas ce que tu croyais que c'était. Et donc, du coup, c'est le voyage qui vous a vraiment, en fait, un peu fait l'électrochoc de « Ok, on a envie d'entreprendre, on est capable, en fait, en tout cas, de se débrouiller toute seule. Il y a d'autres moyens de réussir. On n'est pas obligé de suivre le schéma traditionnel, post-école de commerce ou école d'ingénieur. » Ça a participé beaucoup, ouais. Et est-ce que, parce que vous me disiez que vous aviez compris un peu l'impact de la mode sur notre planète, l'impact sur la mode pendant vos études. Est-ce que quand vous avez voyagé, vous avez aussi un peu pris conscience de tout ce qui était... Alors, anecdote, Daphné est revenue du voyage extrémiste. Ça fait ça. Sur le plastique. Elle nous a saoulés pendant 6 mois. Elle ne pouvait rien toucher qui était du plastique, tu vois. Donc dans tous les restaurants, extrême, dans tous les trucs et tout, genre on pouvait pas aller parce qu'il y avait du plastique, là il y avait du plastique, on pouvait pas acheter ça parce qu'il y avait du plastique et tout, c'était... Non mais en vrai, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'étais au Brésil, vraiment mes colocs, c'était des amours et ils étaient pas extrémistes, mais ils avaient conscience de plein de choses. Ils m'ont appris énormément de choses autour de l'écologie. Et du coup, du fait de parler avec eux, ils me montraient des choses. Et puis même de voir la manière dont le plastique était consommé là-bas. Et moi, no shade, no rien, parce que la vie, elle est compliquée. Et eux, ils font avec ce qu'ils peuvent et tout le monde fait, voilà quoi. Mais moi, ça m'a choquée. On me donnait une pomme qu'on mettait dans un sachet plastique. Et un autre sachet plastique avec une autre pomme. Enfin bref, c'était plein de trucs et tout. Je me rendais pas compte. J'étais là, non, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça m'a choquée en fait et ça m'a heurté l'esprit quoi et je suis revenue et c'est vrai j'ai fait des crises aux filles et tout, j'étais là non on arrête et tout. J'ai l'impression que souvent quand on prend conscience on a le moment un peu extrême
où du coup on est en mode on veut plus rien toucher comme du plastique, on juge tout le monde qui a un sac plastique dans la rue, on reçoit une paille en plastique, on est là mais quoi, alors qu'on dit non. Donc je te rejoins, moi j'étais avec ma paille en inox, mes tote bags, mes couverts et tout pour pas avoir du plastique. Et puis c'est fou parce que je trouve que aussi en évoluant, en entreprenant, en grandissant, on apprend à avoir du coup à se retrouver dans l'entre-deux, genre t'as pris conscience, t'as été un peu extrême et puis tu reviens dans la réalité en mode bon ok au quotidien. Et peut-être que du coup, on entreprend quelque chose de peut-être plus grand, que c'est déjà génial de dire non à un sac plastique dans un magasin, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde pour changer à grande échelle? Donc j'imagine que c'est ça aussi. C'est exactement ça. Votre point de départ, c'est de se dire ok, on prend conscience de ça, on est capable on peut entreprendre, on peut faire les choses seules, aussi en tant que femme. Et donc c'est là que vous vous dites ok, marque de vêtements, enfin comment vous en êtes venu en fait à l'upcycling, aux vêtements, vu que de base, pas du tout de ce secteur-là. En fait, on a dit, ok, on veut entreprendre avec de l'impact, avec du sens. Ça, Okay. c'était la première guideline. Ensuite, et ensuite, moi, je travaillais je travaillais chez Louis Vuitton à cette époque-là, et je me suis dit, ok, il y a un truc à faire dans la mode, parce que c'est un désastre écologique, c'est un désastre éthique, c'est pas possible, et tout le monde s'habille tous les jours. Et je me dis, c'est un truc que tu peux toucher vraiment tout le monde. Ça nous Et concerne donc, tous. On est partis de ce constat-là, toutes les deux. Et c'est vrai qu'il y avait des valeurs qui nous réunissaient sur ce sujet-là. Donc on a commencé, mais sans un concept précis en fait. Et en fait, on a dit, ok, on va entreprendre, on commence en faisant un truc. On a créé un compte Instagram où on parlait juste de mode durable, de ce qui était possible, etc. Je me souviens. Et on a un peu genre juste ouvert un chemin et commencé à marcher sans savoir où on allait. Donc on a juste marché, parler avec des gens sur Instagram, essayer de comprendre l'écosystème, parce que comme tu dis, on venait pas forcément de ce milieu-là de manière précise, donc on a essayé de faire un état des lieux, de comprendre le besoin des gens, et on s'est dit, ok, on veut plus avoir que Zara et H&M comme alternative pour bien s'habiller, pour s'habiller stylé. Et du coup, on s'est dit, on a essayé de comprendre le besoin des gens qui allaient chez Zara, et pourquoi ils allaient chez Zara, alors qu'il y avait plein de gens, ça les saoulait d'aller chez Zara. Ils savaient déjà que c'était pas ok d'un point de vue... par rapport à leurs valeurs, mais ils n'avaient pas forcément d'autres alternatives. Et du coup, on est parti un peu de... On s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour créer des fringues qui sont cool, qui sont stylées, et que tous les gens qui vont aujourd'hui chez Zara, un jour, ils viennent chez Rissap. Ouais. Et après, du coup, on a exploré un peu toutes les pistes qui étaient possibles, et on a écouté plein de podcasts, on s'est vraiment renseigné, on a échangé avec les futurs clients, et on s'est dit, il y a un truc à faire avec la matière qui existe déjà. Il y a un truc à faire avec les tonnes et les tonnes de vêtements qui dorment aux quatre coins du monde dans des entrepôts. Et on s'est dit, au début, on peut juste les remettre à neuf en mode reconditionné pour les remettre sur le marché. Réparer alors un peu au début. Ça, on a commencé par... ça, c'était la première idée. Et après, très vite, on s'est dit, en fait, il faut qu'on mette une valeur ajoutée qui est plus grande. Parce que les gens, ils ont besoin de plus, ils ont besoin de trucs créatifs. Plus original, plus unique. Ouais. Il faut que ce soit fun aussi, parce qu'on veut faire passer des messages qui sont lourds. Il faut qu'il y ait un truc fun par-dessus. Ouais. Et un truc créatif, un truc joli, un truc qui inspire. Et du coup, on s'est dit, on va faire de l'upcycling. Du coup, on s'est renseigné sur l'upcycling. On a découvert ce concept, on s'est dit, ok, ça c'est hyper cool. Et ça correspond à ce qu'on cherche. Donc ensuite, on a repris l'upcycling, c'est un truc que plein d'autres gens faisaient déjà. On s'est dit, on va le faire. Mais en fait, nous, on connaissait pas. On s'est dit, ok, c'est un truc qu'on connaît pas. Et en fait, c'est une bête d'idée. Donc en fait, on va juste prendre cette idée-là, l'appliquer à notre projet et faire en sorte que de plus en plus de gens le connaissent et vraiment le démocratiser. C'est ça en fait, surtout vous démocratisez pas mal l'upcycling, parce qu'on reste quand même dans des pièces où, quand je me baladais sur votre site, je voyais des pièces, des fois on arrive à des pièces en dessous de 100 €, on arrive à des pièces quand même abordables, très modernes comme tu disais, qu'on a envie de porter, qui sont sexy, qui sont en fait... on n'a pas l'impression que c'est de l'upcycling, on n'a pas l'impression qu'on est dans quelque chose de fait en France, parce qu'en fait avant j'ai l'impression que le savoir-faire made in France était beaucoup moins stylé que maintenant. Donc c'était ça, j'imagine, la mission ou... Ouais, j'ai dit un peu rapidement en disant moins stylé, parce que c'est un peu peut-être pas cool de le dire comme ça, mais en tout cas... Non, mais je veux dire avant, tu vois, genre le savoir-faire français était moins
enfin, nous donner moins envie. en fait. Exactement. C'est très classique. Et c'est ça, je pense, le problème, entre guillemets, problème de la mode durable, c'est que à vouloir rester dans un schéma de il faut absolument qu'on fasse quelque chose de bien, on oublie qu'on fait de la mode. Et donc, du coup, on a perdu un peu tout le côté esthétique, le côté. Et je parle pas de toutes les marques, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de marques, en tout cas, qui sont restées bloquées dans un truc c'est fait en France, c'est écologique, c'est du coton bio, c'est du machin et tout. Et en fait, on oublie l'aspect, faut que le produit soit désirable. Et nous, vraiment, on s'est dit. Après, je pense aussi ça va dans nos personnalités, il faut que notre produit soit bien fait et désirable. Ouais. C'est pour ça que toutes les pièces elles sont canons sans vouloir nous jeter des fleurs. Bon, ça va que je me jette pas des fleurs à moi. Je suis pas la DA. Les pièces sont très belles. Je suis pas la DA, donc c'est pas moi que jette des fleurs, mais en tout cas, on a essayé vraiment de travailler beaucoup sur l'esthétisme de la marque. Et en plus, le côté écologique, forcément, qui est intrinsèque avec le fait qu'on récupère de la matière qui existe déjà. Mais voilà, c'est aussi très compliqué de produire ces pièces-là à ce prix-là. Nous, on fait un vrai travail sur les prix. Et c'est pour ça qu'on cherche encore le bon schéma. On va pas se mentir, on cherche encore le bon schéma. Soyez pas étonnés d'arriver sur le site et de voir que les prix ont encore changé parce qu'on est toujours en train d'apprendre. On est vraiment dans un learning constant. Avec l'upcycling, de toute façon, comme c'est nouveau pour tout le monde, et avec Risap. Et du coup, tu disais que c'est pas toi qui fais la DA. Vous vous êtes entourés, en fait, de plus en plus. De base, vous avez commencé à 2, mais vous êtes devenue une équipe maintenant. C'est ça. Vous êtes combien, là, actuellement, chez Risap ? On va être une dizaine chez Risap, et on a de tout. On a un petit atelier de prod, on va dire, avec toute la partie production, direction artistique, complètement sur la prod, et après les fonctions support, donc la com, les RH, la logistique, le commercial. C'était important pour vous de vous entourer, vu que vous avez commencé à 2, comment après on s'entoure quand on commence à 2, c'est votre bébé, les revenus vous sont directs si vous êtes que 2, comment on fait pour après du coup faire une équipe et se dire ok là on grandit quoi. Déjà en soi on a tout de suite eu besoin de s'entourer parce qu'on savait pas coudre à la base. Du coup, on s'est tout de suite orienté avec des premiers recrutements autour de la couture et voilà. Mais les compétences qui manquaient. Mais ensuite, je pense que tout de suite, on a eu une vision assez grande de ce qu'on voulait faire et on voulait pas monter une boîte on voulait pas monter une boîte juste pour faire vivre Daphné et Mona. On a tout de suite une vision de dire ok, on veut faire un truc avec une équipe, on veut créer aussi une aventure humaine. Je pense qu'il y avait cette idée-là de regrouper des gens, de fédérer et de réunir des talents. Et on a tout de suite commencé à recruter des gens qui n'avaient pas le parcours mode typique, tu vois. Et on s'est dit, on va prendre un peu des profils atypiques. Notre première couturière, c'était Sonia, que beaucoup de gens de la communauté connaissent. Parce qu'elle a commencé avec nous et elle a fait les 2 premières années de Risap avec nous. Elle a vraiment construit avec nous la marque. Et c'était une autodidacte totalement dans la mode. Mais même elle n'avait pas fait d'études spécifiques. Donc voilà, avant elle travaillait chez Nespresso, donc on lui a dit attends viens. Elle était un peu aussi en mode elle voulait avoir un projet de vie inspirant, elle savait pas trop comment faire. On a dit nous on sait comment faire, viens avec nous et puis on fait l'aventure ensemble. On sait comment faire. On a une envie on a une vision, on a une petite idée. C'est flou, mais t'inquiète. Et même encore aujourd'hui, dans l'atelier, je pense que 50% des gens qui sont dans l'atelier n'ont pas les parcours, n'ont pas les diplômes et les parcours correspondant à ce qu'ils font. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur de recruter des gens qui sont pas du tout qui sont vraiment atypiques et de les réunir au sein de Risap et de créer une équipe un peu folle avec plein de gens fous. Une grande foire. Mais c'est hyper chouette justement de voir en fait tous ces visages aussi qui s'ajoutent. Mais c'est vrai que c'est dingue, je savais pas du tout que du coup il y avait des couturières en fait qui ne sont pas de base dans le schéma on va dire plus traditionnel. Et c'est chouette, pourquoi vous aviez envie de ça du coup, d'aller chercher des profils un peu différents? Parce que Risap, c'est une aventure humaine, vraiment pour le coup, et que je pense que quelque chose qu'on a oublié, c'est que derrière nos vêtements, il y a des humains. Et nous, c'est vraiment véhiculer un maximum de valeurs positives, et ça faut commencer par l'endroit où tu crées le tout, quoi. Si là où tu crées, il y a pas entre guillemets, ça respire pas toutes ces valeurs-là,
faut pas aller inventer un faux discours autour de ton vêtement, oui, il est plus vertueux, il est plus vert, il est plus machin et tout, etc. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut qu'on soit parfaitement aligné du début à la fin, ça commence dans l'endroit où on veut bosser, et nous-mêmes on venait pas de ce milieu-là, en fait, déjà. Dans le truc, donc de quel droit on se permettrait entre guillemets de dire ah ben non mais tu sais comme t'as pas fait d'études, ouais mais toi non plus. Oui. Tu vois, donc c'est vraiment être aligné avec nous-mêmes, être aligné les personnes qu'on est et ce qu'on veut faire et tirer tout le monde vers le haut et y aller ensemble, quoi. En vrai, c'est les valeurs, c'est l'envie de travailler chez RISAP avant le diplôme. Et ensuite aussi, le milieu de la mode, c'est un milieu qui est très élitiste dans le recrutement. Et il y a beaucoup de gens qui rêvent de travailler dans la mode et que c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas fait l'IFM. Et je sais que c'est vraiment très très élitiste et que voilà, c'est ultra select et je trouve ça hyper dommage parce que la mode se prive de plein de talents qui n'ont pas fait ça et voilà, et en fait une fois que si t'as envie de travailler chez RISAP, après tu pourras tout apprendre sur place, quoi. À mon avis, les gens qui vont écouter, ils vont être là, je vois mon alors CV. pour le recrutement alors vous verrez, il y a votre CV. Mais vraiment c'est rendre accessible l'upcycling, mais c'est aussi rendre accessible, enfin ça c'est rendre accessible dans sa globalité, quoi. Pas uniquement le vêtement mais aussi l'accès au métier, même c'est pour ça que tu le sais toi aussi tu fais des ateliers upcycling, mais c'est pour ça qu'on fait aussi des ateliers, c'est vraiment partager, la transmission, exactement, transmettre un maximum et c'est vraiment grandir ensemble, aller de l'avant ensemble, aller dans le bon sens. C'est beau. Et nous si on donne, tu vois, mais vraiment c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'on veut créer un cercle vertueux et si je te donne, tu vois, t'as pas, me le rends pas à moi, tu vois, ne me le rends pas à moi, mais si quelqu'un un jour a besoin, donne-lui à lui, il donnera à quelqu'un. Et je préfère qu'on se donne des choses positives comme ça que, tu vois, rendre le mal par le mal, entre. Mais c'est très beau. Donc c'est vraiment une aventure humaine au-delà qui n'est pas juste, on va dire, un vêtement refait, c'est plein de choses. Et du coup, RISAP, comme tu disais, c'est atelier, marque de vêtements, les box upcycling, donc c'est énormément de choses. Et vous, en tant que Mona et Daphné, deux personnes, voilà, c'est quoi les choses dont vous êtes le plus... Enfin, la chose, on va dire la chose. Ça peut être une chacune ou la même, dont vous êtes la plus fière, là, depuis le début de cette aventure. Ça peut être vraiment hyper personnel ou défi collectif, mais ça peut être assez différent, intime ou collectif. Moi, je pense, et je dis tout le temps ça, et c'est pas parce qu'on vient d'en parler, mais c'est vraiment le moment où je sens que ce que je fais, c'est bien, parce que forcément, il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat, mais quand je me sens vraiment bien, et je me dis, Daphné, t'as bien fait de faire ça, c'est quand les personnes qui passent par chez nous, ou qui partent, nous remercient, disent merci, vous avez changé ma vie, vous m'avez redonné confiance, et maintenant je sais que je suis capable de faire ça, maintenant je veux faire ça, et moi ça me donne envie de chialer à chaque fois, et en plus je me dis mais Daphné, c'est bien, ce que tu fais c'est vraiment sensé, et ça aide quelqu'un, et c'est sûr que cette personne là après avoir reçu ce que vous lui avez donné, elle va aller aider d'autres gens. Ouais. Pas peut-être en disant je t'aide, mais en faisant peut-être des choses en se disant moi j'ai reçu un jour, peut-être que je peux redonner, quoi. Ouais. Et un peu ce que je disais tout à l'heure, donc moi c'est vraiment le truc dont je suis plus fière, c'est RISAP Family en fait, putain, tout simplement. Ouais, moi c'est à peu près la même vibe. Comme par hasard. Mais j'imagine. Du coup, si Daphné l'a dit et que tu es d'accord, tu peux dire autre chose que... c'est à peu près ça, mais c'est ça, mais de manière encore plus large, parce que je pense qu'il y a les gens de la RISAP Family où on a un impact direct et hyper fort, mais aussi tous les gens de la communauté qui nous écrivent souvent pour nous dire merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui nous disent grâce à vous j'ai lancé mon projet, grâce à vous j'ai vu que c'était possible, que moi aussi je pouvais entreprendre, que moi aussi je pouvais lancer mon projet. Et en fait juste le fait d'inspirer d'autres gens, juste le fait que l'aventure RISAP elle inspire d'autres gens, pour moi c'est une réussite. C'est vrai, et c'est vrai qu'au final votre projet, comme vous le disiez, va au-delà du vêtement acheté, grâce aussi aux ateliers, aux réseaux sociaux, parce que vous avez lancé aussi pas mal de challenges qui fédéraient. Au final RISAP c'est vraiment un projet hyper community based, grâce aux réseaux sociaux je pense que vous avez vraiment pu créer un projet incroyable, et ça mine de rien dans les réseaux sociaux c'est le côté hyper positif. Et donc du coup justement quand on parlait des gens que vous inspirez, qui vont sûrement écouter, qui sont inspirés par votre parcours, par vos employés que vous avez fédérés, etc. Quelle est la chose la plus compliquée aussi, le challenge qui a été peut-être le plus dur à franchir, ou que vous franchissez encore, vous êtes encore dedans au quotidien? Tout est challenge. En vrai tout est challenge. Il y a le challenge, tu vois, vraiment concret, de l'opérationnel, de la production, de comment tu crées ta chaîne de production pour que ça soit
que ça marche avec une bonne marge et tout. Enfin, ça, c'est un vrai challenge du quotidien, mais je le vois plus comme un challenge entre guillemets, de travail. Mais pour moi, le vrai challenge personnel, ça a été vraiment tout ce qui est lié à l'humain, ce qui est lié aux relations avec l'équipe et comment réussir à bien manager. Ce qui est lié à la relation entre associés, entre DAF et moi, et la relation à moi-même, qui est Croire en toi. de croire en moi, de réussir de me dépasser, de réussir à gérer la situation. Et il y a beaucoup de... Je pense que quand t'es entrepreneur, il y a beaucoup... tu deals beaucoup avec toi-même, quoi, t'es capable de faire ça, la reconnaissance que t'attends des autres, les gens qui te soutiennent ou qui te soutiennent pas, c'est un vrai combat de tous les jours avec toi-même de rester focus sur ton truc et te dire tout le temps que t'es capable de le faire et d'aller toujours plus loin et d'être ton propre soutien aussi, c'est hyper important. Donc il y a un vrai combat avec toi-même, mais en même temps, vraiment tout ce qui est humain, soit avec les autres ou avec moi-même, c'est pour moi ce qui est le plus intéressant et le plus challengeant dans l'entrepreneuriat. Ok. Et toi, là? Moi, je pense que ça a été plus le fait d'aller à contre-courant de ce qu'on attendait de moi. Parce que j'ai toujours été ultra formatée par l'école. J'étais une bonne élève, puis t'as des bonnes notes, il faut faire S. T'as fait S, c'est bien, faut aller en médecine. T'as raté médecine, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, genre, on va en classe prépa. Enfin, vraiment, ça a été toujours très comme ça. Puis toujours idéaliser des carrières de folie. C'est plus un secret pour personne. Moi, je rêvais de bosser chez Total à la Défense. Enfin, vraiment. Okay, ouais. Donc, des trucs comme ça. Et c'est vraiment être aligné avec moi-même et dire, en fait, Daphné, tu veux pas ça. On va faire ce que tu veux vraiment faire et garder ce truc. Et même si autour de moi, les gens se posaient plein de questions, mais Daphné, pourquoi tu fais ça? T'es sous-entendu, t'es en train de gâcher ta vie un peu, entre guillemets. Ma famille flippait à mort de l'entrepreneuriat, ne comprenait pas pourquoi je suis ingénieure, je vais faire des vêtements. Ma mère pensait que je vendais des vêtements, elle comprenait pas en fait, elle comprenait pas du tout. La partie explication famille est aussi un podcast à part entière. Comment on fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton quotidien? Mais c'est exactement ça, elle comprenait pas du tout. Je ne savais pas coudre. D'ailleurs, dans l'émission, elle l'a bien fait remarquer. Elle a dit, mais elle ne sait même pas coudre, mais machin. Non. Écoute, si, je te jure. tout le monde me parle de ce passage. Quand je parle de ma mère, elle me dit, oui, je l'ai vu. Et quand elle a dit que tu savais pas coudre, c'était trop drôle. Et moi, j'étais là, ah oui. Merci, maman. Mais voilà, donc c'était vraiment, pour moi, le plus dur, c'était vraiment rester aligné avec ce que je voulais faire, avec ce qui me faisait vibrer, et foncer. Et s'affranchir, du coup, de ce qu'on attendait de toi et de ce que tu pensais que tu voulais. Exactement. Déconstruire. Complètement. Déconstruire, m'affranchir, et rester aligné avec ce que je veux, et m'autoriser à me dire, mais en fait, t'as voulu ça, et tu veux plus, hop, tu peux changer, tu vois, genre, c'est ok, pas à peine dès que tu pars dans un chemin, t'es bloqué là-dedans, en fait. T'as le droit d'être plus... Te remettre en question et changer, en fait. Exactement. Okay. Ce que je fais sur des petits sujets, mais par contre, sur des grands sujets, j'ai toujours cette grande axe, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, à se bloquer dans des trucs, alors qu'en fait, on est libre. One life, comme dirait la Gen Z. Oh, la Gen Z. Et du coup, si vous... en soi, tout le podcast parle de soi, mais si vous aviez, des conseils que vous auriez aimé entendre, vous, en tant que jeune entrepreneur, ça aurait été quoi? J'imagine c'est croire en soi, oser s'affranchir, arriver à se remettre en question. Est-ce que vous en avez un plus précis que vous auriez aimé entendre? Moi, je pense sincèrement, forcément, crois en toi et prends bien conscience que t'as aucune limite. C'est toi qui te poses les limites. Ton ennemi, entre guillemets, ton meilleur allié, c'est toi-même. Tu te bats contre toi et tu t'aides avec toi-même. Et je pense que ça sert à rien de regarder ce que les autres font. Ça sert à rien de te dire, mais un tel, il a 17 ans, il a déjà fait tout ça, et toi, t'en as bientôt 30, et je parle pas pour moi. Et tu vois, t'as pas accompli tout ce que tu pensais accomplir. C'est concentre-toi sur toi, pose tes propres objectifs. Enfin, vraiment smart par rapport à toi et pas par rapport au monde et par rapport à ton propre avancement, et donne-toi à fond, crois en toi, let's go, entoure-toi bien. Ouais, c'est important de s'entourer. C'est un des trucs dont je me suis aperçue, qui m'a beaucoup aidée dans ma vie de manière générale, c'est que je pense que j'ai toujours été très bien entourée, et du coup, j'avais pas forcément conscience que c'était hyper important. Et précieux. Exactement. Ouais. Quand t'as un truc, tu dis, c'est normal, et en fait, j'ai pris conscience du fait
d'avoir été toujours très bien entourée de personnes qui m'ont toujours tiré vers le haut et challengé énormément, et du bon challenge, de la compétition ultra saine. Toute ma vie, j'ai eu ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Donc, c'est hyper important d'être hyper bien entouré de gens qui te veulent du bien et que vous vous tirez vers le haut, etc. Et foncez, quoi. Et du coup, pour des jeunes qui ne sont peut-être pas directement entourés, parce que vous, là, vous avez commencé à 2, puis vous étiez peut-être dans un entourage, du coup, comme tu disais, hyper encourageant, inspirant, bienveillant, etc. Mais quand t'es seul et que tu veux te lancer, comment est-ce qu'un jeune, par exemple, peut s'entourer, rejoindre un réseau ou rejoindre des groupes? Genre, comment est-ce qu'on peut faire? Bah, en vrai, avec Instagram, tu peux très vite rencontrer des gens qui sont dans le même délire que toi. Et par exemple, je sais pas si tu veux lancer un projet dans la mode, et bah, tu t'écris, tu vois d'autres personnes qui lancent des projets dans la mode, tu leur écris, hello, ça dit qu'on allait prendre un café, etc. Et tu peux te créer toi-même ton propre cercle qui est inspirant et qui est dans la même ambition que toi. Je veux dire LinkedIn. Mais parce que Daphné n'aime pas LinkedIn. Non, mais faut arrêter de dire ça, parce qu'après, je vais avoir des problèmes avec LinkedIn France, là. Ils vont me dire, c'est quoi ton problème et tout. Ils vont me blacklister tous mes posts. J'en fais un déjà tous les 3 mois. C'est déjà ça, tu es déjà là. Mais sur LinkedIn, il y a aussi moyen de trouver trouver d'autres personnes qui sont comme toi et avec qui tu peux échanger, rencontrer dans la vraie vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de se créer un entourage de gens qui te ressemblent, avec qui tu as envie d'avancer. Et même, moi, je conseillerais de se créer se créer dès le début un personal branding, se créer dès le début une image, parce que tu dois exister aussi en tant qu'entrepreneur, et c'est beaucoup plus facile après de créer des connexions pour avoir des collabs, des partenaires, te créer un écosystème avec ta personne, et ça aide beaucoup à développer ton business. Et après, juste, faut passer à l'action. Et je pense qu'il faut commencer rapidement avec la naïveté du début, et pas trop essayer de tout savoir et de tout comprendre et de passer des heures à lire toutes les études qui existent, parce que ça va trop bourriner ton crâne. Il faut juste commencer et accepter d'être naïf au début, parce que franchement, si t'es pas naïf au début de ton projet, c'est pas sûr que t'y ailles. Ouais. Tu veux dire qu'il faut garder une sorte de légèreté et pas trop réfléchir tout le temps, et pas trop overthink chaque situation, et juste te dire j'y vais, peu importe le regard des gens, l'avis des gens. Faut tester. De toute façon, la vérité, c'est ton client qui détient la vérité. Faut aller à sa rencontre, et tant que tu auras pas connecté avec ces personnes-là, tu sauras rien. Donc, et puis c'est trop complexe de créer une boîte. En tout cas, nous, Risap, avec l'univers qu'on a voulu créer, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses. Genre, je sais Risap avec un grand R. Je sais pas fait le titre du podcast. Risap avec un grand R. Mais j'ai pas du tout, t'as jamais dit ça. Jamais ça. Je sais pas pourquoi. C'était emballé. Mais t'inquiète. Créer une boîte, c'est tellement complexe que tu trouveras pas la solution du jour au lendemain. Et donc la seule manière d'avancer, c'est de commencer à être dans l'action, d'agir et d'avancer, et tu fais un pas après l'autre, et le chemin va se dessiner, et progressivement tu vas débroussailler, quoi. Mais c'est vraiment pas instantané, il faut vraiment du temps. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi à déconstruire, c'est que sur les réseaux, on dit toujours que t'as l'impression que les gens ils réussissent du jour au lendemain, t'as l'impression que les gens que tu peux créer une boîte à plusieurs millions en 1 an, en 2 ans. En fait, c'est pas vrai. Genre, vraiment créer un business qui marche, ça prend des années, c'est long, et il faut être patient. Donc il faut juste commencer le plus tôt possible et persévérer. Et aussi toujours accepter de se remettre en question, et genre de toujours évoluer. Genre Risap, au début, ce que c'était, c'est parce que c'est maintenant, et c'est sûrement parce que ce sera dans 5 ans, ce sera sûrement plus grand, en tout cas je vous le souhaite. Mais accepter qu'en fait, voilà, Risap avec le grand R sur la façade. Mais du coup, est-ce que Risap a des next steps que vous voulez bien partager? Genre, c'est quoi un peu... on a parlé de l'origine, on a parlé de maintenant, ce qui se passe. Est-ce que Risap a du coup des... Enfin, je le sais, mais je veux savoir ce que c'est, des ambitions? Forcément, nous, on continue à travailler beaucoup sur la partie industrialisation. Nous sommes ingénieurs. Comme ce qu'on disait, il y a vraiment des grandes problématiques autour du faire en France, faire de l'upcycling, etc. On continue à travailler à fond sur ces problématiques-là pour pouvoir proposer nos produits au prix le plus juste. Et quand je dis juste, c'est-à-dire le bon prix pour le client
et pour nous, forcément. Il faut qu'on vive, il faut que les gens qui travaillent avec nous vivent aussi, et c'est du business. Et c'est pas parce qu'on fait du business, entre guillemets, vert, qu'on en perd toute la notion de rentabilité, etc. Donc nous, on travaille énormément là-dessus, donc sur les prochains steps, là. Et après, il y a pas mal de petites collabs qui vont sortir, on va faire plein de petits trucs comme d'hab, des petites surprises. C'est secret. Donc voilà. Ok, mais donc du coup, les next steps, c'est plutôt tout ce que tu me disais dans l'industrialisation, c'est comment arriver à peut-être... Enfin, ok, c'est vrai que le cycling, on est toujours à la main, on doit tout retransformer, ce serait comment retransformer, mais à grande échelle, quoi, avec des machines, etc. C'est vrai que c'est un vrai problème. Souvent, quand je parle avec des upsiders, on est souvent face aux mêmes soucis. C'est ok, c'est trop bien parce qu'on est dans la pièce unique, on est dans le fait main, même si on a un modèle comme vos vestes ou vos pantalons, on peut le répéter, on reste quand même de base c'est unique, mais comment on pourrait faire à grande échelle, repasser toute une presque une cargaison de vêtements où il y a un défaut ou qui n'est pas vendu, comment le repasser? C'est ça. En fait, c'est exactement ça, parce que si on part de la problématique de départ, c'est que nous, on a constaté qu'il y avait trop de vêtements. Je sais plus exactement les chiffres, mais je crois que c'était 600 000 tonnes de textiles mis sur le marché français. Je parle uniquement français. Chaque année, c'est énormissime. Donc du coup, et sur ces produits-là, il y en a peut-être un tiers ou un quart qui sont recyclés. Et encore moins recyclés en vêtements. Donc du coup, c'est comment, sur ces chiffres-là, sur ces vêtements-là, comment on peut vraiment recycler et le faire bien et en grande quantité. Ouais, un vrai challenge ça. Bah dites-moi si vous y arrivez. Vous me tiendrez au courant. Vous me direz quoi, comme on dit en Belgique. Ok, bah écoutez, merci les filles, c'était hyper intéressant. Je vais pas vous dire trop longtemps, parce que je sais que votre temps est compté. Mais en vrai, à chaque fois, je termine le podcast en disant en quoi vous êtes refaites aujourd'hui. J'ai pu comprendre qu'il y avait plein de choses, mais si par exemple aujourd'hui, ce matin, ou ce soir en vous couchant, qu'est-ce qui refait votre journée, votre semaine, votre vie là actuellement? Écoute, moi, Juliette, je suis refaite de vivre la vie que je veux, comme je veux, avec les gens que je veux, travailler avec les personnes que j'aime et que j'apprécie. Et ça, je suis vraiment refaite de me dire que mon quotidien a du sens et qu'il puisse impacter un maximum de personnes positivement. Et toi, Mona? Et moi, je suis refaite du chemin sur lequel je suis actuellement, parce que je sais que c'est un chemin qui me permet de me développer, de grandir chaque jour, d'apprendre des nouvelles choses et voilà, de progresser en fait. Et du coup, ça m'inspire grave de me dire que chaque jour je vais apprendre de nouvelles choses. Tu es en constante évolution. Voilà, que je suis en constante évolution et voilà, c'est un super chemin et je conseille à tous les gens qui veulent entreprendre de se lancer parce que quand on a la flamme, c'est génial. Ouais. Et d'ailleurs, je en profite pour placer ça, mais si y a des personnes qui ne savent pas par où commencer, qui n'hésitent pas à nous faire un petit message sur Insta, c'est avec grand plaisir. Sur nos Insta perso aussi. J'allais dire, c'est le moment auto-promo, dites où est-ce qu'on peut vous suivre. Alors, vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc le compte RISAP, c'est RISAP, RESAP-Paris. Et nos comptes perso à Mona, qui sont Mona, MONA, RISAP, et Daphné, DAPHNE-RISAP. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-nous des messages. Il y a plein de gens qui m'envoient des petits messages parfois pour me poser des questions business. Moi j'y réponds quand j'ai le temps et quand on n'est pas interrompu par le réveil de Mona. Ok, de toute façon, je mettrai votre site, tout ce qu'ils ont besoin de savoir, etc. Avec plaisir en tout cas. Il y a une newsletter aussi hyper intéressante où vous donnez plein de choses comme des tutos et des infos. Donc n'hésitez pas à les suivre. Les filles, je vous dis un tout grand merci pour votre temps et pour votre partage. C'était hyper inspirant de vous avoir et je pense que pour tout un chacun, upcycling ou pas upcycling, entreprendre ou pas, c'est hyper chouette de discuter avec vous. Il y a quelqu'un qui a décidé de se déchaîner avec un marteau et merci tout simplement. Merci à toi Juliette, à bientôt. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des prochains épisodes et de contenus qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à vous, comme quand je termine un voice avec mes copines, bisous.